La parole est à Nice. Merci beaucoup. Merci, Michel. Je suis vraiment désolé, j'avais tout préparé, mais les surprises du direct, heu, c'est vrai qu'on ne voit pas ma tête et j'en suis, vraiment désolé. Alors, parler, psychiatrie, addictologie, c'est vraiment un sujet d'actualité en ce moment, par rapport, à l'addictologie d'une façon générale et surtout par rapport à sa complexité. Qu'on rencontre actuellement. D'ailleurs, à titre juste d'information, on organise une journée psychiatrie et addictologie vendredi prochain avec l'ARS pour parler de cette complexité et des prises en charge complexes rencontrées dans cette dualité. En guise d'introduction, pour parler de deux pathologies existantes, on peut parler d'une présence comorbide d'un ou plusieurs troubles psychiatriques ou d'une ou plusieurs addictions chez un même patient, avec de nombreux processus synergiques entre les deux pathologies, c'est-à-dire l'addiction et la psychiatrie, et qui amènent à une modification des symptômes, une diminution de l'efficience des prises en charge et parfois l'aggravation et la chronicisation de leur évolution. Donc actuellement, elle constitue un enjeu extrêmement important de santé publique, mais avec un coût social important aussi, tel qui est relaté par des associations européennes, américaines, et en France, on est en train d'étudier le coût de cette association. On note plusieurs points de convergence entre la psychiatrie et la dictologie. Euh, Au niveau de la psychiatrie, par exemple, c'est une priorité clinique avec une approche intégrative déjà, centrée sur une personne, avec des préoccupations légales ou médicaux, légales avec les troubles du comportement rencontrés dans cette discipline. La rubrique psychoéducation est extrêmement importante, et notamment actuellement, avec un risque de marginalisation extrêmement important, et notamment dû au fait qu'il n'y ait pas de prise en charge, peut-être au manque de structure dans certaines régions, au manque de coordination. On note aussi une stigmatisation extrêmement importante, même jusqu'à l'heure actuelle. Et puis, on parle beaucoup de notion de rétablissement par rapport à des pathologies chroniques. La dictologie, par contre, elle est centrée sur le patient. C'est une approche réseau, sachant que la partie médico-sociale, sanitaire et même, préventive reste assez liée, assez proche, avec des préoccupations politiques aussi que concerne la dictologie par rapport au système de soins, par rapport à certains problèmes de légalisation aussi qu'on rencontre actuellement. L'approche socio-éducative, on la retrouve aussi, avec une accessibilité des seuils bas qui sont aussi évoqués et réfléchis par les professionnels de la dictologie, avec des projets aussi de réinsertion lors des prises en charge de ces pathologies chroniques aussi. Donc, l'idée, c'est comment définir ce trouble avec plusieurs tentatives de définition. Est-ce qu'on peut parler de comorbidité? C'est vrai que ça serait beaucoup plus simple, notamment les comorbidités évoquées dans des pathologies somatiques, lorsqu'il y a une addiction associée à un problème médical, ou bien des diagnostics associés. Et c'est de cette façon qu'on parle de co-occurrence chez un même individu d'un trouble dû à la consommation d'une substance psychoactive et l'existence d'un autre trouble psychiatrique, mais simultanément. La comorbidité aussi, elle est évoquée dans cette coexistence simultanée ou une co-occurrence. Ce sont des mots qu'on retrouve souvent et que vous trouverez certainement dans beaucoup de littérature. La fréquence, elle est très importante parce qu'on a au moins 50% des troubles psychiatriques qui sont d'évolution chronique. Le problème, c'est qu'on a une reconnaissance assez tardive de ces problèmes-là,
notamment pour repérer les deux pathologies. Séparation des réseaux psychiatrie addictologie dans beaucoup de régions, dans beaucoup de villes. Il y a des services de psychiatrie à part et des services d'addictologie à part. Théorisation et schéma thérapeutique spécifique, c'est que, comme je viens de le dire, il y a des convergences, mais il y a aussi des divergences sur le plan de la théorisation. Une notion de double contrainte qui peuvent être liées au refus de la psychiatrisation de l'addiction. Et puis, il y a la minimisation de l'addiction des maladies mentales. Et là, le problème, ça dépend de quel côté on peut se trouver. C'est-à-dire, soit on est professionnel en addictologie, on a une certaine vision de la psychiatrie, ou bien on peut être professionnel en psychiatrie. Et là aussi, on a toute une représentation sur, au fait, l'addiction. Le double diagnostic, c'est un patient psychiatrique qui se drogue, c'est-à-dire recherchant une automédication. C'est le patient addict qui développe un trouble psychotoxique et avec une vulnérabilité partagée endogène et iatrogène. C'est que sur le plan de l'étude des gènes, on retrouve des gènes qui peuvent être responsables dans les pathologies psychiatriques et les pathologies addictives. Un peu comme, là aussi, certaines théories disent un peu comme ça serait une sorte de continuité d'un certain continuum par rapport à la coexistence de ces deux troubles assez définis. On parle aussi actuellement de la pathologie duelle. C'est vrai que c'est une notion qui vient renforcer un peu ces notions de comorbidité, de co-occurrence. La pathologie duelle aussi, on entend beaucoup parler, et c'est ce qui caractérise notre quotidien dans les services d'addictologie actuellement. La présence d'un ou divers troubles psychiatriques et d'une ou plusieurs addictions chez un même patient, avec l'apparition de nombreux processus synergiques entre les deux pathologies, qui amènent, comme je le disais, une modification des symptômes, c'est-à-dire de la pathologie addictive ou de la pathologie psychiatrique, une diminution de l'efficacité thérapeutique qui amène ce qu'on appelle une résistance aux prises en charge, une résistance à certains traitements, et puis à l'aggravation de leur évolution. Ce qu'il faut savoir, c'est que je pense que le fait de parler de pathologie duelle, on a dépassé la simple comorbidité du fait que, par exemple, ce qu'on essaye de dire là, c'est que si on essaye de mélanger des couleurs, par exemple la psychiatrie, si le bleu et l'addictologie, on la représente en jaune, et bien le mélange du bleu et du jaune donnerait une nouvelle couleur qui est une couleur verte. Et c'est ce qui caractérise la pathologie duelle. Et quand on est devant une pathologie duelle, c'est vraiment de cette façon-là qu'il faut prendre les choses. C'est-à-dire, c'est une pathologie, si elle était à l'origine psychiatrique, elle va s'aggraver. Si maintenant, à l'origine, elle était addictologique, elle va s'aggraver aussi, se chroniciser dans le temps, avec énormément de rechutes, énormément de résistance au fait de traitement. L'idée que ce concept est apparu, c'est vrai qu'on est confronté en addictologie à cette notion de rechute, et le fait de se poser des questions sur des patients qui rechutent assez souvent et assez rapidement, ça nous a amené à trouver l'un des facteurs de rechute les plus importants était l'existence d'une pathologie psychiatrique associée qui n'était pas traitée, qui n'était pas prise en charge. Ou bien, si on prend en charge en addictologie un patient, il ne s'agit pas uniquement de faire le sevrage par rapport à un produit, on arrive souvent à le faire avec des taux de réussite très importants. Par contre, cette notion de rechute, elle est pratiquement immédiate dès la sortie d'une hospitalisation ou dès l'arrêt de la prise en charge ambulatoire. Donc, ce qui nous fait dire actuellement, c'est de rechercher ces troubles d'une façon systématique. Et c'est ce qui nous amène un peu à impliquer des stratégies de prévention dès le début de la prise en charge de la rechute, qu'elle soit d'origine psychiatrique ou bien une pathologie addictive. Alors, donc les pathologies duelles, bien évidemment, de par leur complicité aussi, induisent énormément de complications. Donc la rechute de la maladie mentale,
quand on se retrouve en psychiatrie, par exemple, le fait de ne pas prendre en charge les conduites addictives ou la conduite addictive correspondante va amener à une rechute, à une décompensation, une nouvelle décompensation de la maladie mentale. Problème de traitement, là on connaît maintenant les traitements pharmacologiques qui traitent certaines pathologies en psychiatrie s'avèrent insuffisants, avec énormément de résistance. Et puis le facteur hospitalisation, on est amené donc non seulement à plusieurs hospitalisations, mais souvent d'hospitalisation sous forme de contrainte à la demande d'un tiers ou même par rapport à des notions de risque de péril imminent. On a aussi une augmentation de violence et des comportements suicidaires. C'est vrai que cette notion suicidaire aussi, elle est bien relatée. Les patients qui passent à l'acte, ce sont des patients ayant des pathologies psychiatriques, mais avec des consommations. On sait très bien qu'il y a l'effet de désinhibition qui peut amener aussi à de nombreux passages à l'acte, d'où la notion aussi toujours prévenir pour éviter de tels actes. On a aussi une certaine itinérance et surtout un certain nombre d'incarcérations parce que, comme je vous le disais, c'est lié à un contexte médico-légal extrêmement important avec des problématiques médicales associées, des comportements à risque, et puis notamment des comportements par rapport aux infections par le VIH, l'hépatite aussi. Et d'ailleurs, les patients qui sont traités pour l'hépatite C, c'est souvent un facteur de recontamination par rapport à ce phénomène de prise de risque qui est extrêmement importante. Les problématiques familiales ou sociales, elles sont extrêmement nombreuses, avec souvent des ruptures familiales qui sont, au fait noté, qui sont en très grande augmentation par rapport à des cas d'addiction seuls. Et puis, surtout, augmenter l'utilisation des soins, augmenter l'utilisation au niveau des passages aux urgences, et puis de nombre d'hospitalisations, va s'avérer avoir des coûts extrêmement importants par rapport à la santé publique d'une façon en fait générale. Donc là, vous voyez qu'en termes un peu de conséquences extrêmement compliquées, difficiles, d'où encore une fois le fait qu'on puisse les au fait savoir, d'où cette notion qui est extrêmement importante à rentrer non seulement en addictologie pour les professionnels d'addictologie, mais aussi extrêmement importante à mettre en place dans les services de psychiatrie aussi, parce que actuellement, c'est pas partout le cas, d'où la nécessité d'augmenter ce niveau de vigilance. L'épidémiologie de ces pathologies, on note 3% de la population générale, avec des troubles affectifs et anxieux qui sont au premier plan, ce qui représente généralement un tiers des patients psychiatriques peuvent présenter cette notion de pathologie duelle. La moitié des patients addicts et seulement la moitié d'entre eux accèdent aux soins et l'autre moitié n'accède pas aux soins pour différentes raisons. 1 sur 10 bénéficie d'une double prise en charge et le fait de noter qu'il n'y a qu'un dixième qui bénéficie de cette double prise en charge, c'est dire tous les efforts qui restent à faire pour pouvoir améliorer cette notion de bénéficier d'une prise en charge. Je tiens à rappeler juste, par exemple, pour des pathologies schizophréniques, qui est la pathologie la plus fréquente, qui est la pathologie la plus importante en psychiatrie, les patients schizophrènes sont pris en charge presque dans 80% des cas, c'est-à-dire 8 sur 10 patients sont pris en charge, et c'est des patients après qui y vont d'eux-mêmes, sans aucune contrainte. C'est dire tout le progrès qu'il nous reste à faire pour qu'on fasse bénéficier non seulement d'un accès aux prises en charge, mais du fait aussi justement de bénéficier d'une prise en charge par rapport à ces patients qui présentent ces pathologies doubles. L'élément l'alcool en soi-même représente 37% des troubles psychiatriques. Les patients bipolaires, c'est jusqu'à 2 tiers qui peuvent présenter un problème d'alcool, parce qu'on note bien les décompensations des bipolarités, notamment pour les accès maniaques, mais pas que les accès maniaques, pour des syndromes dépressifs aussi,
on a d'énormes alcoolisations, avec des comorbidités somatiques extrêmement importantes, des problèmes de violence, avec un poids socio-économique et une altération de qualité de vie. Le challenge, c'est l'efficience, toujours de mettre en place des prises en charge intégrées pour arriver à une maîtrise des coûts. En tous les cas, tel est le programme de plusieurs pays européens et américains pour essayer de diminuer ces chiffres qui deviennent de plus en plus importants. Et vous voyez bien que parler, par exemple, de 37% de troubles psychiatriques pour des problèmes d'alcool, c'est largement sous-estimé. Mais c'est des chiffres qu'on essaye d'avoir, et encore, ça fait de vieux chiffres, parce qu'on n'a pas encore de nouvelles études épidémiologiques qui mettent à jour ces chiffres un peu d'association, parce qu'actuellement, on peut compter que c'est plus de 50% présents des troubles psychiatriques, les patients qui sont traités pour des dépendances à l'alcool. Là, pour vous dire aussi la prévalence des maladies mentales dans le trouble d'usage de substances, on voit bien quand on est en communauté, on retrouve 24,4% qui peut présenter une pathologie mentale. Par contre, en institution, 55% ont une maladie mentale. Par contre, chez les patients qui sont traités pour un problème de toxicomanie, par exemple, on retrouve 65% qui présentent une maladie mentale. Donc, d'où l'intérêt aussi, même par rapport aux spécialistes, aux professionnels qui prennent en charge des patients qui présentent un usage de drogue, là aussi, c'est de rechercher systématiquement est-ce qu'il n'y a pas de maladie mentale, en sachant que cette recherche est très difficile. Si maintenant le problème de toxicomanie il est aigu, c'est vrai que la substance ou l'effet de la substance avec une imprégnation qui peut durer quelques jours, cette recherche un peu pour faire la part des choses, de recherche d'une pathologie psychiatrique, il n'y a que pendant un sevrage de quelques jours ou même de quelques semaines qui peut nous amener à être dans les meilleures conditions pour rechercher une éventuelle pathologie psychiatrique existante simultanément. Alors, toujours par rapport aux chiffres, et comme je vous le disais, c'est des chiffres qui sont anciens, la prévalence sur une vie entière d'un abus ou de dépendance à un produit, vous voyez bien que la schizophrénie, dans 82% des cas, peut être liée à une présence d'une ou plusieurs addictions. Le trouble bipolaire est en deuxième position, la dépression majeure ensuite, et puis le trouble anxieux. C'est vrai que le trouble anxieux, il est peut-être au fait minimisé parce qu'il y a énormément de problématiques d'anxiété, comme les problématiques de troubles paniques, des phobies sociales, par exemple, présentent aussi énormément de conduites addictives. En tous les cas, c'est presque les premières automédications pour venir à bout pour traiter l'anxiété avant d'aller consulter. À titre d'exemple, c'est ce patient ingénieur que j'ai connu chez IBM qui a traité de lui-même son trouble, sa phobie sociale, en prenant d'abord un verre de whisky, ensuite une demi-bouteille, tous les matins avant d'aller faire une réunion et parler en public. Donc c'est vrai que l'addiction, elle est installée, et une fois arrivé en retraite, là, il se dit maintenant, j'ai le temps d'aller me soigner, mais malheureusement, on a retrouvé un hépatocarcinome au niveau hépatique, et c'était trop tard, alors que traiter une phobie sociale, c'est vrai que ça s'avère justement donc là être simple, mais très très compliqué pour certaines personnes. D'où encore une fois l'intérêt de le faire bien en avant pour qu'on puisse éviter ce genre d'évolution. Alors, donc là aussi, là, je vous montre un peu les chiffres qui sont toujours liés. C'est vrai que c'est des études américaines, mais qui peuvent être appliquées. Ce sont d'anciennes études aussi, mais qui nous renseignent justement. Donc là, il y a une énorme différence en population générale et en population, par exemple, de patients schizophrènes, et qui nous montrent que ces associations chez les patients dans cette pathologie mentale, le recours à l'utilisation de l'alcool ou de drogue, ou les deux, est très très fréquent, et c'est des chiffres qui continuent d'être là. Peut-être l'évolution un peu dans le temps, là vous voyez que par exemple c'est une étude dans un grand journal qui est le JAMA,
En 90, si on a quelques points de référence actuellement, on retrouve les mêmes taux pratiquement, donc toujours aussi augmentés, mais peut-être différents produits. C'est vrai que l'usage de la cocaïne actuellement en population de patients schizophrènes ou de patients psychiatriques est en très nette augmentation aussi, ce qui nous amène aussi à des complications, ce qui nous amène à certaines formes de décompensation assez inédites et assez atypiques pour les urgentistes, pour les professionnels qui travaillent aux urgences, qu'elles soient aux urgences médicales ou aux urgences psychiatriques. Mais il n'y a pas que la schizophrénie, parce que si on pose la question d'une façon générale, quand on travaille en psychiatrie, on voit que le pourcentage des patients qui présentent un usage de substances extrêmement fréquent, c'est les patients bipolaires, sachant que la notion de bipolarité est une notion où il y a énormément de fluctuations thymiques. Et cette fluctuation thymique, donc, elle est souvent, on utilise souvent les produits, soit pour s'apaiser, pour diminuer une forme d'excitation psychique, ou parfois aussi pour rechercher une stimulation quand on a une thymie dépressive, pour pouvoir faire face, et d'où l'entrée dans des cycles un peu de dépendance ou d'addiction, parce qu'on n'arrive pas à trouver une solution à travers cette automédication. À titre d'exemple, c'est vrai que les patients que je suis un peu pour cette pathologie, ils nous le disent d'ailleurs, un peu comme le fait qu'on les mette en normothymique, c'est-à-dire de trouver le bon régulateur d'humeur, le bon traitement, on les stabilise avec même des retours à l'emploi, ils nous disent souvent, je me sens éteint, c'est pas moi. Donc, au fait, chez ces patients-là, ce qu'il faut savoir, c'est toujours une recherche d'être un peu dans une forme d'hypomanie. Et cette forme d'hypomanie, c'est une sorte de subexcitation, d'une sorte d'hyperactivité qui persiste, qui leur permet de fonctionner. Et c'est de cette façon qu'ils se retrouvent et se disent, là, je me reconnais, là, c'est moi. Mais pour arriver à cet état-là, puisque les traitements médicamenteux, on ne les prend pas, qui sont prescrits, bien évidemment, et c'est là où on a recours souvent actuellement, ce qui marche, c'est la cocaïne qui, en fait, malheureusement, est de plus en plus prise, consommée dans cette tranche justement de population. Après, il ne faut pas oublier aussi, comme je vous le disais, le trouble de l'anxiété qui est extrêmement important. Là, vous voyez que l'OCD, c'est le trouble obsessionnel compulsif, c'est les névroses obsessionnelles, où il y a aussi un usage assez fréquent en matière de substances addictives qu'il ne faut pas sous-estimer non plus. Juste un petit mot, c'est vrai que ce sont des notions aussi qui datent, mais qui restent d'actualité par rapport au niveau de survie, par rapport à des patients qui consomment et des patients qui ne consomment pas. Là, vous voyez que par rapport au nombre de mois, donc ce qu'il faut dire, c'est que là, par exemple, c'est des patients psychotiques qui, qui abusent ou qui prennent au fait cannabis. Et là, on voit que les utilisateurs réguliers, chroniques justement de cannabis ont des taux de survie moindres, sachant que dans des pathologies psychotiques, le taux de survie est déjà diminué en soi-même par rapport à la population générale. Et lorsqu'on prend une population de patients psychotiques avec une consommation de cannabis très régulière ou bien en abus, ce taux de survie va diminuer encore. Là aussi, est une notion à prendre en compte. Alors, en quoi est-ce un problème par rapport à cette association? Vous savez, cette association de troubles psychiatriques et d'un trouble addictif est un problème de pronostic avant tout. L'aggravation de ce pronostic, au même titre que l'association d'une maladie psychiatrique et d'une maladie au fait somatique, le fait d'avoir une hépatopathie, par exemple une cirrhose liée à un problème d'alcool, c'est souvent connu. Là, ça serait exactement de la même façon. Problème de pénalisation dans l'accès aux soins, pénalise le patient doublement en raison des clivages entre des systèmes de soins psychiatriques et addictologiques. Là aussi, c'est un fait important qui nous préoccupe énormément parce que ce qu'il faut dire, c'est que dans chaque région a ses structures de soins,
Et c'est vrai qu'elles sont fréquentées en fonction des besoins. Chez nous, à Nice, ce qu'on remarque, on a pas mal de populations qui viennent en addictologie pour des raisons, ils se disent parce que l'addictologie, c'est moins stigmatisant que la psychiatrie. Et c'est pour ça qu'en addictologie, on se retrouve en face des patients lourds avec des pathologies psychiatriques comme la psychose, la schizophrénie, qui continuent d'être suivis en addictologie, mais avec toutes les difficultés qu'on connaît en termes de rechute, en termes de prise en charge. S'il n'y a pas une prise en charge psychiatrique adaptée et qui est faite au fait moment, en fait, surtout, et de même en psychiatrie aussi. Là, nos équipes ELSA nous le disent, les équipes ELSA qui passent en psychiatrie pour repérer les conduites addictives, mais en fait signalées par les équipes soignantes, là aussi, c'est vrai qu'ils ne les prennent pas en charge systématiquement en psychiatrie. Ils font appel à des équipes d'addictologie pour les repérer et pour les prendre en charge. Alors, qu'est-ce que j'appelle prendre en charge? Ce n'est pas simultané malheureusement, mais c'est qu'on leur donne rendez-vous dans les XAPA, et la plupart, comme vous le savez, ne viennent pas. Et c'est ce qui diminue les chances, encore une fois. C'est un problème aussi en matière de santé publique parce que les données épidémiologiques telles qu'on vient de voir, elles sont extrêmement importantes. Elles sont toujours aussi augmentées par rapport à ce manque un peu de repérage, ou peut-être même au manque d'existence de structures qui s'occupent des deux domaines, et de la psychiatrie et des prises en charge addictologiques aussi. Alors, donc là, c'est pour vous dire par rapport addiction et clinique de la schizophrénie, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Là, vous voyez bien, par exemple, à l'âge d'apparition des symptômes, les premiers signes, quand on présente un abus de médicaments ou bien un abus d'alcool ou bien un abus d'alcool et de substances, comparé euh, à des patients schizophrènes qui n'ont pas de problématique d'abus de médicaments, d'alcool ou de substances, là on voit que les premiers signes des patients schizophrènes ou prédisposés à la schizophrénie qui peuvent présenter les premiers signes d'entrée dans la schizophrénie, ils peuvent être à 17 ans. Si on compare justement donc aux gens qui ne prennent pas ces 25 ans, donc c'est tout dire que effectivement ça repousse, ça avance l'âge d'entrée dans la schizophrénie d'une façon extrêmement importante, d'au moins 6 ans, comme on le voit justement donc là par rapport à... C'est vrai qu'on voit ici l'alcool, peut-être que c'est moins fréquent, mais toujours d'une façon très très toxique. L'âge d'apparition des premiers symptômes de là au fait pathologie, quand on consomme, il est souvent très très jeune et il y a des décompensations beaucoup plus jeunes. Et d'ailleurs, c'est ce que nous montre la clinique au niveau de ce qui se passe en réalité dans les différentes consultations, qu'elles soient au niveau addictologique, au niveau psychiatrique. Et là, on est aussi alerté par rapport à ce nombre de décompensations de plus en plus précoces. Juste un mot aussi pour dire, si maintenant il y a les deux pathologies qui existent comme ça en même temps, et vous en doutez bien qu'il y a des troubles cognitifs dans les deux, que ce soit pour les troubles psychiatriques ou les troubles addictologiques. Cette comorbidité va augmenter les problèmes de mémoire à court terme, avec une altération de l'abstraction qui est au fait évidente, avec aussi ce qu'on appelle des persévérations à l'aide de stratégies de résolution de problèmes ayant échoué. Et cette persévération, c'est exactement un problème de traitement de l'information au niveau cérébral de certaines stratégies trouvées. D'où le côté, je référais tout à l'heure à la psychoéducation, qui est extrêmement importante pour faire certaines rééducations neurocognitives pour retrouver certaines stratégies. Avec une perte de contrôle au fait, des impulsions, aussi qui sont extrêmement importantes et liées aux substances et liées à la pathologie psychiatrique en elle-même. Et ces déficits sont similaires à ceux qui ont de vraies lésions en fait, cérébrales. Si les lésions elles sont au niveau frontal, par exemple, c'est tout l'aspect de désinhibition et même de passage à l'acte par manque de contrôle des au fait, impulsions. Donc, encore une fois, par rapport à cette comorbidité ou cette pathologie duelle,
si on s'intéresse à la schizophrénie, qui est la pathologie la plus importante, la plus inquiétante en tout cas en psychiatrie, donc on voit bien qu'il y a des rechutes plus fréquentes, beaucoup de complications somatiques, avec un nombre d'hospitalisations extrêmement importantes, avec un nombre de recours aux urgences qui est extrêmement important. Et là aussi, on l'a vu, c'est des personnes qui ne sont pas suivies, mais si on dénombre le nombre de passages aux urgences extrêmement important, plus de 12 passages par an, comme ça en moyenne, un peu comme si des gens viennent, ils consultent, le lendemain ils vont mieux, ils ressortent, on leur donne des cartons de rendez-vous, que ce soit dans les centres médico-psychologiques ou les XAPA, ils n'y vont pas. Et le seul lieu de recours aux soins, c'est les urgences, parce qu'ils sont amenés par des tierces personnes, par les forces publiques ou par les pompiers, pour recourir aux soins uniquement. Il faut savoir une chose aussi, c'est que c'est l'aggravation de dépression et des idées de suicide. Donc là aussi, on a un certain nombre de passages à l'acte qui est extrêmement important, qu'il faut retenir aussi. Peut-être les problématiques de violence, elles sont aussi importantes. On a toujours dit, ce n'est pas les patients schizophrènes ou les patients psychotiques qui sont les plus dangereux, parce que la notion de dangerosité, elle est en fait relative. Par contre, quand on a un patient psychotique qui consomme certains produits psychoactifs, certaines drogues, c'est là qu'il peut devenir dangereux. Et la notion de dangerosité, elle peut être importante de par cette association. Donc, ce n'est pas uniquement par rapport à la pathologie psychotique en elle-même, mais c'est par rapport à cette association. Encore une fois, c'est vrai qu'un produit, une substance, ça peut le désinhiber, ça peut donner des accès de violence extrêmement importantes et incontrôlables, d'où un peu toutes les risques et tous les, je dirais, les faits divers qu'on rencontre dans notre société. Alors, il y avait une question, est-ce qu'il était possible d'intervenir et de changer les facteurs de risque chez les enfants par rapport à des notions de génotype, de tempérament et des traits de personnalité? On voit bien que depuis la grossesse, de ce qu'on pourrait faire, c'est-à-dire, donc là, vous voyez, si maintenant la notion un peu de facteur de risque ou des risques, c'est les notions de traumatisme, c'est toute la partie psychotraumatique, la notion d'abus de négligence ou de carences affectives aussi qui peuvent être notées par rapport à des jeunes qui ont eu des carences affectives extrêmement importantes, le manque de supervision, le manque de cadre, le manque d'autorité quelque part, et puis qui amène à des expériences négatives répétées avec des problèmes liés au niveau de la loi, des problématiques scolaires et ainsi de suite. Par contre, on peut avoir des facteurs de résilience aussi qui peuvent équilibrer, parce qu'il ne faut pas parler uniquement des problématiques qui peuvent être liées au risque. Quand on présente de la protection, du soutien dès le départ d'une vie, avec des styles d'éducation chaleureuse, un style d'éducation chaleureux, un suivi, supervision, une acceptation de soi, des conditions de vie, avec une sorte de gratification psychologique, avec le fait d'emmener quelqu'un vers l'autonomie très progressivement, en ayant un cadre très clair de l'autorité, on peut développer aussi certains facteurs de résilience. Ici, c'est juste pour dire un mot que on n'est pas uniquement des spécialistes qui détectent des problèmes de facteurs de risque ou des problématiques liées aux pathologie, des problématiques de vulnérabilité, mais il faut aussi, quand on est professionnel de santé, savoir détecter les facteurs de résilience et ne pas hésiter à en parler aux patients directement, à leur famille, parce que c'est ce qui peut équilibrer par rapport aux facteurs de résistance, qu'il y ait des facteurs aussi de résilience pour que la personne puisse les utiliser et continuer de faire face. Et pourquoi ne pas s'en sortir pour trouver un meilleur équilibre et pour trouver une stabilisation. Là aussi, l'une des problématiques qui nous intéresse, c'est le PTSD, c'est-à-dire c'est les problématiques de psychotraumatisme et les addictions. Maintenant, on le sait, les personnes ayant présenté des troubles psychotraumatiques, traumatismes, ils sont beaucoup plus concernés par des problématiques d'addictologie
Et là, c'est vrai qu'on le voit, que ce soit par rapport à l'usage d'alcool. Là, on voit des taux, par exemple, de plus de 54% qui en présentent versus 33% pour des gens qui ne présentent pas un syndrome post-traumatique. De même, pour les usagers de drogue aussi, 27% contre 8% uniquement. Les problématiques de nicotine, ça peut passer comme ça passe inaperçu, mais c'est quand même 56% qui fument ou qui augmentent leur consommation tabagique versus 34%. Et pour dire justement donc là, il ne faut pas l'oublier, il faut y penser assez souvent et assez régulièrement. Par rapport au tabac, c'est vrai qu'il ne faut pas négliger aussi cette addiction, parce que prévalence du tabagisme en population générale, on voit bien que elle augmente. Et c'est vrai que quand on présente un trouble psychiatrique, elle est encore plus importante que le fait qu'il n'y ait pas de trouble psychiatrique. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que on voit les taux de suicide liés à la dépendance du tabac, notamment après justement donc là 4 ans. Ce risque, il est à 1, le taux de risque quand on n'est pas fumeur. Il passe de 3 quand on est fumeur mais non dépendant. Et quand on est fumeur dépendant, donc c'est vrai que ce risque de tentative de suicide, il passe, c'est-à-dire un risque multiplié par 4, ce qui est aussi extrêmement important à en tenir compte. Un peu comme si finalement la consommation tabagique viendrait traduire comme un signal d'alerte, et ce n'est pas le seul, je tiens à le préciser, un peu comme s'il y a un niveau de stress ou un niveau d'anxiété qu'il faut aller chercher, qu'il faut explorer à la recherche d'une pathologie qui peut exister au fait derrière. Là aussi, il y a beaucoup d'études, et elles sont beaucoup plus récentes, elles ont confirmé les anciennes études, c'est que le suicide et tabagisme précoce, plus on consomme précocement notamment du tabac à moins de 14 ans, on retrouve qui est associé à des problématiques de tentative de suicide avec automutilation. Les risques, là, vous le voyez, c'est toujours multiplié par 4. Associé aussi chez les femmes avec des idées de suicide, avec plus de tentatives de suicide, et ce risque, il est plus de 3,6, et qui est toujours d'actualité, donc toujours à rechercher, et ne pas négliger aussi cette addiction. Un mot par rapport Farej, au... Oui, Farej, on a encore 5 bonnes minutes de présentation, si on peut se ça y donner est, 10 minutes après de discussion, hein. c'est ce que j'avais prévu, c'est ce que me disait Super. Bernard. Tout à fait. Juste un mot pour parler aussi de cette intrication cannabis et premier épisode psychotique. Donc, on le voit que le délit d'initiation, c'est-à-dire les patients qui fument du cannabis, qui ont fumé, ils décompensent plus vite d'une pathologie, bien évidemment préexistante. Là, on le voit très très bien. Et là aussi, ce n'est pas quelque chose qui est à négliger. Voilà. On peut coter aussi les cadrans que vous voyez ici pour les troubles concomitants chez les patients en 4 cadrans de soins en fonction de la gravité des symptômes. C'est quelque chose qui a été fait pour caractériser la sévérité des symptômes et non pas uniquement la sévérité des diagnostics associés. C'est vrai, par exemple, on voit quand c'est le cadran 1, là, les symptômes, ils sont pas importants, ils sont en fait minimes, mais à mon avis, c'est là qu'il faut déjà intervenir en matière un peu de prévention. Ne pas attendre le stade 4 où les symptômes ils sont extrêmement importants et graves. Il y a des passages à l'acte déjà. Et donc, ça permet aux équipes aussi de bien repérer certains symptômes, qu'ils soient dus à la pathologie psychiatrique ou à la pathologie addictive. Alors, un soin intégré, il est plus efficace qu'un traitement séparé. Un traitement intégré, c'est le fait un peu de prendre en charge et la pathologie psychiatrique et la pathologie addictive, mais en même temps et dans un même endroit. Il y a beaucoup d'études qui le montrent, qu'elles sont beaucoup plus efficaces. À titre d'exemple, ici, l'abstinence après un traitement intégré, après avoir reçu un traitement pendant 4 ans, on est sur un délai de 4 ans, seulement 20% des personnes en traitement avaient récupéré. Donc, le résultat 4 ans après, c'est 20% qui sont arrivés à être stables, contre 60%
des patients qui ont reçu un traitement intégré, c'est-à-dire qui ont traité les deux pathologies en même temps. Donc là, c'est quand même 3 fois plus de résultats et qui est très, très significatif. Un petit exemple, là, je vous donne les chiffres du CHU de Nice pour voir le nombre total de RSS, c'est-à-dire d'épisodes, et à la fois pour des en fait, maladies, des troubles mentaux ou des troubles mentaux organiques liés aux drogues. Là, vous voyez qu'on retrouve plus de 132 000 cas justement d'épisodes annuels, ce qui est énorme. Et là, c'est des chiffres que le DIM, c'est-à-dire le service de département informatique médical, qui nous ont amené justement donc là à comptabiliser, ce qui est extrêmement en fait fréquent. Et malheureusement, tout n'est pas pris en charge comme il devrait se faire. Donc, il faut identifier les facteurs de risque. Un trouble de l'usage d'une substance illicite multiplié par 5 le risque de développer un trouble bipolaire, par exemple. Nécessité de mieux repérer les troubles ou pathologies psychiatriques observés dans leur lien avec le recours à des substances psychoactives spécifiques. Par exemple, 50% de patients bipolaires souffrent également d'addiction, 33% consommeraient de l'alcool et 16% de cannabis, d'où l'intérêt de ce au fait au repérage. Euh, on a des constats, c'est comment mettre en place les traitements parallèles, séquentiels ou intégrés, comment favoriser les relations entre systèmes de soins. Ça, c'est des questions qu'on se pose actuellement avec nos autorités de tutelle. Promouvoir la formation des professionnels aux pathologies duelles, ça, c'est vraiment important et c'est ce qu'il faudra qu'on mette en place de plus en plus. Travailler sur la stigmatisation avec les professionnels mêmes. Peut-être ne pas aussi banaliser certaines conduites addictives, notamment dans le milieu de la psychiatrie, pour renforcer justement donc là au fait au repérage et pour améliorer les prises en charge. Et c'est vrai que le rêve, ça serait d'avoir des prises en charge simultanées, parce que quand on traite simultanément, donc c'est vrai que même d'un point de vue produit, par exemple, des patients bipolaires présentant des conduites addictives ne sont pas traités comme des patients bipolaires sans conduite addictive. Et là, il y a des substances, il y a des produits qui marchent mieux que d'autres, d'où l'intérêt aussi de les évoquer, d'avoir aussi une expertise là-dessus. Donc, en conclusion, on a la prévalence élevée, malheureusement, avec des taux de diagnostic insuffisants à ce jour, avec d'énormes indices de sévérité. La vulnérabilité d'un point de vue génétique, elle est en fait partagée, et les comorbidités addictives très fréquentes et qui sont à aller chercher, donc avec un énorme besoin de structure et de programmes intégrés pour qu'on puisse répondre et faire face à, à cet enjeu qui est un véritable enjeu de santé au fait public actuel. Voilà. Eh bien, super. Eh bien, merci beaucoup. Un beau travail de synthèse, parce que tout ça en 3 quarts d'heure, c'est un beau challenge. Donc, il y a eu plein de choses qui ont été dites. Une des réactions qu'il y avait, c'était bonjour, je n'ai pas de micro. Est-ce qu'on parle bien des personnes concernées intersecteurs dont la prise en charge fait ping-pong entre la psychiatrie et l'addictologie? Oui, C'est ça, hein, manifestement, on est tous confrontés à la même problématique où qu'on soit, c'est la prise en charge conjointe entre psychiatrie et addictologie est vraiment compliquée, quoi. oui. Alors, c'est vrai, il y a ces patients qui vont comme ça en ping-pong dans la psychiatrie et la dictologie, mais malheureusement, il n'y a pas que ça. C'est que je pense que le vrai problème maintenant, c'est aussi de s'intéresser, parce que c'est vrai qu'en étant psychiatre et addictologue, donc je peux avoir la vision des deux côtés. Quand on est en psychiatrie, on ne prend pas le temps, parce que ce n'est pas l'objectif thérapeutique en soi, de repérer et de prendre en charge les conduites addictives. À titre, après, c'est vrai qu'on peut toujours me dire que le tabac, c'est rien, c'est une drogue douce, peut-être le cannabis aussi, mais c'est pas vrai, parce que je pense que ça complique les pathologies psychiatriques avec d'énormes taux de rechute.
et puis aussi des taux de mortalité qui sont extrêmement importants. On n'en parle pas suffisamment. Mais quand on est en addictologie après, c'est le problème contraire. C'est vrai aussi, on fait le sevrage, le soin est centré sur le sevrage essentiellement, mais c'est vrai qu'on oublie le côté un peu psychiatrique, rien que le fait de dépister un état dépressif. Certes, c'est difficile, parce que c'est toujours l'arbre qui cache la forêt. Il faut toujours prendre le temps de faire le sevrage et de voir ce qui se passe pour éventuellement voir s'il y a un problème psychiatrique. Et en psychiatrie, c'est la même chose. On stabilise le patient d'un point de vue psy et on voit les types un peu de consommation et qui sont à prendre en charge et à intégrer. Moi, j'essaye vraiment de sensibiliser les gens, qu'on soit dans un CMP ou dans un XAPA ou bien au fait CARUD, pour que cette problématique, tout le monde puisse l'accaparer, de tous les professionnels de santé, pour participer à ces notions de repérage. Ce n'est pas uniquement les médecins, mais c'est toute l'équipe. Et c'est vrai que les équipes maintenant qui interviennent en addictologie, je voudrais bien aussi, même les équipes CARUD qui interviennent dans la rue, qui puissent aussi le faire systématiquement et qui puissent un peu le remonter. Parce que toute la difficulté de ces patients, justement, c'est la présence de troubles psychiatriques simultanés. Effectivement, donc de toute façon, enfin, moi ce que je vois notamment sur Avignon, c'est effectivement quand même la difficulté de coordonner les différents intervenants, les CMP ayant des rendez-vous à quelques semaines, je dirais, pour les infirmières et mois pour les psychiatres, et effectivement une vision qui est parfois difficile de la part de l'un sur la pathologie de l'autre, des psychiatres sur la pathologie addictive et parfois le contraire aussi. Mhm. Alors, il y a une autre remarque, le fait de se faire hospitaliser de manière chronique peut rentrer dans le champ d'une certaine addiction à l'institution. Ah, alors, on déborde un petit peu le sujet. Oui, alors, je pense que les hospitalisations chroniques, ce n'est pas une addiction à l'institution. Je pense que c'est les questions qu'il faut se poser par rapport aux facteurs de rechute. Si maintenant les facteurs ils sont d'origine psychosociale, à savoir pour des patients qui n'ont pas une structure familiale ou une structure tout court, c'est vrai qu'ils recherchent en institution. Et cette dépendance, on peut parler de dépendance aux structures aussi, c'est-à-dire des structures de prise en charge ambulatoire ou des structures hospitalières. Mais ce n'est pas une addiction en soi s'il n'y a que ça. Si c'est que au niveau de la structure, c'est vrai que les structures, on essaye d'autonomiser nos patients pour éviter cette dépendance. Mais c'est vrai que mais là, on est souple, beaucoup d'équipes le sont. Pour ne pas casser le lien, il faut répondre de différentes façons. Parce que si on casse ce lien, les patients, on les perd. Et c'est vrai qu'après, les problématiques peuvent être beaucoup plus compliquées par la suite. Alors, Émilie Coutré, il y Oui, a un... bonjour. Voilà. Merci pour cette présentation. C'était très agréable d'avoir un petit rappel, une petite revue de littérature. On n'a pas souvent l'occasion de s'y pencher dans le détail. Je voulais juste peut-être deux remarques. Vous avez parlé de la coordination des acteurs et je voulais rappeler que sur Marseille, donc moi je travaille sur Marseille, de 2000, enfin, pendant une dizaine d'années jusqu'en 2019, il y a eu une expérience. Bon, on parle d'une dizaine d'années, donc c'est plus trop une expérience, mais un dispositif de coordination pour l'accès aux soins des personnes sans abri au service de psychiatrie ambulatoire. Je travaillais sur ce réseau et en fait, enfin les difficultés là que vous avez vous avez signalé, c'est vraiment ce qu'on a observé. Il y a eu une grosse mobilisation à l'époque des acteurs côté addicto, réduction des risques, qui faisaient part d'impossibilité d'accès aux soins, notamment pour les personnes les plus précaires en raison de leurs problématiques d'addicto. Et du côté de la psychiatrie, on n'a pas du tout réussi à mobiliser suffisamment. Alors, pour diverses raisons, hein, la démographie médicale étant un des problèmes centraux dans les difficultés d'accès aux soins aussi. Mais voilà, enfin, il y a eu des expériences et si des personnes se relancent sur ce terrain,
Voilà, ça m'intéressera de pouvoir en échanger avec vous. Et il y a un point qui n'a pas été abordé, il me semble, c'est la question de la réduction des risques dans les établissements psychiatriques. Là, moi, je travaille sur une expérimentation d'accompagnement de désinstitutionnalisation de personnes en hospitalisation très longue durée. Donc, on a monté 2 équipes mobiles. On a commencé en août. Et en fait, on voit, alors on le savait, hein, mais on l'observe maintenant vraiment, on a des personnes qu'on accompagne dans les établissements publics et privés de Marseille, et qui sont consommateurs actifs, qui nous demandent de leur amener du matériel, mais on doit faire ça sous le manteau parce que sinon les équipes de soins, elles vont les mettre dehors, etc., etc. Et voilà, donc on a des équipes qui sont un peu coincées entre comment on travaille notre partenariat autour des plans d'action avec les équipes soignantes, et puis comment on travaille aussi avec pragmatisme avec les personnes concernées. Donc, cette question de la formation à la réduction des risques, elle serait intéressante aussi à travailler. Non, tout à fait d'accord. C'est vrai que je ne l'ai pas évoqué, mais parce que je n'ai pas évoqué un peu tout ce qu'on pouvait faire. Et c'est vrai que cette notion de réduction des risques, c'est ce que les équipes ELSA, par exemple, à l'hôpital, passent leur temps à faire, c'est une réduction des risques. Alors après, je pense que c'est des actions vraiment à mettre en place. Il y a des études, on est prêt à participer. Après, tout ce qui peut apporter un plus, ça reste très, très intéressant. En fait, il y a des expériences aussi. Actuellement, je pense qu'à Marseille, vous allez certainement en entendre parler, et peut-être même à Avignon. C'est que on est en train de réfléchir sur des systèmes un peu d'hébergement de patients présentant des problématiques de drogue, mais dans un endroit avec hébergement, mais tout en traitant en même temps les pathologies psychiatriques, parce qu'on sait qu'elles existent, et c'est le fait un peu de faire tourner ces structures-là. Il y a de l'hébergement, il y a de l'évaluation et il y a des soins. Et je pense que c'est sur ces faits qu'on peut vraiment travailler. Ce sont d'autres structures que la psychiatrie en elle-même. C'est vrai que souvent on dit la psychiatrie, elle a d'autres soucis. Donc c'est pour ça qu'ils vont refuser par rapport à des problèmes de fonctionnement les patients, les grands patients addictologiques. Mais ces structures-là, où il y a du médico-social et du au fait sanitaire en même temps, je pense que ça peut apporter les plus grandes solutions aussi, justement, à l'avenir. Alors, un dernier message, parce qu'après, il va falloir qu'on arrête. Il y a à Saint-Lô, donc on traverse la France. Dans le cadre de l'ELSA, j'interviens souvent aux urgences avec l'équipe de psychiatrie et souvent nous faisons des entretiens en binôme, ce qui amène une prise en charge duelle qui permet que les pathologies duelles soient prises en charge. Très bien. Bah, ça, c'est à Voilà. encourager parce que c'est ce qu'il faut faire. C'est-à-dire, c'est ce qu'il faut faire, mais c'est vrai que pour aller au-delà, donc c'est bien de s'entendre qu'il y ait de bonnes affinités entre les équipes d'addictologie et de psychiatrie. Souvent, on est bien reçu en psychiatrie quand on va les voir parce qu'on rend service, et c'est quelque chose d'important. Mais l'idéal, ça serait de former des équipes sur place, et en psychiatrie et en addictologie. C'est ce qui serait vraiment un cran au-dessus, et c'est ce qui serait top pour que les équipes tiennent en compte un peu de tous les processus aussi. Par exemple, en psychiatrie, c'est vrai que là, on vient de parler de la réduction de risque. C'est très important qu'ils aient cette notion de réduction de risque en psychiatrie aussi, pour qu'ils puissent l'accaparer. Ce n'est pas uniquement un outil pour la dictologie, mais ça peut être un outil aussi indispensable pour la psychiatrie. Donc, très bien pour l'équipe ELSA, et je pense que la preuve, c'est que ça marche bien. Mais l'idée aussi, c'est de sensibiliser, d'avoir une sorte un peu de pédagogie pour les équipes de psychiatrie, pour qu'ils puissent avancer aussi euh, dans leur connaissance addictologique. Eh ben voilà, on touche à notre fin, donc je suis tout à fait d'accord et je pense que c'est très nécessaire que effectivement la psychiatrie reste la psychiatrie aussi avec tout son apport et le bénéfice qu'on peut en avoir, mais avec effectivement une vision aussi que les patients qui ont une addiction sont à traiter aussi avec une certaine différence parce qu'il y a cette addiction et qu'il est Alors, ça, c'est vraiment pour la fin, parce que là, je me suis connecté avec le portable. Euh, voilà, au moins de voir la voilà, comme tête. ça on voit sa tête.
Bon, ben, en tout cas, merci beaucoup. Et donc, le prochain Art Café, donc, qui aura lieu le 9 mai, sera sur les traitements de substitution aux opiacés, et plus précisément, probablement, sur les médicaments de substitution aux opiacés qui rentrent dans le cadre des traitements. Eh bien, alors, merci bien encore. Merci beaucoup. Merci, Et Art Café. Non, mais c'est très bien, ça stimule, comme ça va bien démarrer une journée. voilà, ça permet de commencer tôt. Alors, Et bravo en tous les cas. voilà. Merci à tout le monde et à très bientôt. Merci. Au revoir. Merci, Au au revoir. revoir.